Pour ce qui est de l'IRSF, disons que c'est un institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, qui est un institut d'utilité publique à but non lucratif. Et notre volonté, c'était de nous impliquer dans cette lutte. Il faut juste rappeler que c'est un très jeune institut qui a été inauguré en 2017 par le chef de l'État du Sénégal, mais qui a une grande expérience derrière parce que nous-mêmes, nous avons une expérience de plus de 40 ans au niveau académique. Donc nous voulions vraiment nous impliquer dans cette lutte et surtout dans la partie qui est celle du laboratoire, celle du dépistage. Et pour cela, d'abord, il a fallu commencer nous-mêmes par nous mettre à niveau, au niveau scientifique, mais aussi nous mettre à niveau au niveau des infrastructures nécessaires. Donc nous avons renforcé déjà les mesures de sécurité en renforçant les normes de sécurité et en particulier un laboratoire P3. Mais nous avons surtout commencé à former le personnel sur toutes les procédures nécessaires pour pouvoir vraiment participer à ce diagnostic. Et nous avons acquis aussi de nouveaux équipements, des plus sophistiqués et surtout pour faire les techniques de biologie moléculaire et surtout la PCR, la RT-PCR qui est vraiment et qui reste toujours la mesure de référence. Donc sur cette base-là, nous avons eu la visite du ministre de la Santé et de l'Action sociale quand nous nous sommes sentis prêts pour venir voir qu'on avait les conditions pour participer à cette pandémie. Et effectivement, avec son équipe, quand ils sont venus, ils ont vu que nous avions les conditions et c'est là qu'on a commencé à participer au dépistage. Donc pour cela aussi, nous avons dû renforcer le personnel. Nous avons recruté près de 200 personnes en tout qui nous permettaient non seulement de faire le dépistage, mais également d'améliorer surtout les conditions pré-analytiques, analytiques et post-analytiques. Je m'explique. Pré-analytique, c'est comment faire en sorte qu'on reçoive les prélèvements, les patients, dans des conditions optimales de sécurité et en faisant les prélèvements dans les délais. Donc ça, c'était quelque chose que nous avons mis en place. Toutes les conditions analytiques pour faire que tout ce qui est activités de laboratoire préalables, comme la désactivation des échantillons, les analyses au laboratoire, ont été également mises en place, le personnel formé pour utiliser à l'époque différentes technologies. Mais également, nous avons aussi mis en place tout un système de rendu de résultats post-analytiques en informatisant le système de manière à pouvoir rendre les résultats d'abord dans des délais de 72 heures, puis de 48 heures et maintenant de 24 heures. Et à ce niveau-là, maintenant, à l'origine, nous étions surtout concentrés sur une seule région du Sénégal, qui est la région de Thiès, mais progressivement, maintenant, nous recevons des prélèvements de partout au Sénégal. Donc, comme la région de Thiès, dans la région de Thiès se trouve l'aéroport, nous avons là été sollicités pour mettre en place des mesures de dépistage au niveau de l'aéroport et de toutes les entrées. Donc là, je dois dire que depuis le début de cette pandémie, nous sommes responsables pratiquement de tous les cas importés, sauf le premier où on n'était pas encore, disons, fonctionnel. Et c'est notre responsabilité à ce niveau-là. Et jusqu'à présent, voilà ce que nous faisons. Donc, nous aidons également au niveau de la participation des décisions. Là, je veux dire que nous avons également, depuis, participé à toutes les réunions du COUS, qui est le Centre des opérations d'urgence sanitaire, qui sont des réunions journalières. Nous sommes représentés et c'est sur la base de nos résultats et de nos recommandations que nous avons été intégrés dans ce groupe. Et depuis lors, on n'a pas raté une seule réunion. Nous participons également aux réunions du CNGE, qui est le Comité national de gestion des épidémies, pour lequel également, qui est plus multidisciplinaire et également qui surtout prend les décisions au niveau stratégique. Mais personnellement, nous avons été également impliqués
au niveau des décisions prises par le chef de l'État lui-même, le président Macky Sall, et nous avons participé à des réunions de comités restreints commandités par le chef de l'État sous sa présidence, dans lesquelles nous avons également participé aux recommandations qui ont été prises. Donc sur ce plan-là, je dois dire qu'on a énormément aidé le gouvernement et le pays par rapport au dépistage, par rapport aux voyageurs. Mais nous sommes intervenus également dans d'autres domaines, comme le domaine de la recherche. À ce niveau-là, en particulier, nous étions intéressés surtout pour pouvoir faire des prédictions par rapport à l'épidémie. Et nous avons été l'un des premiers à vraiment pouvoir faire ces modélisations et voir un peu comment évoluerait l'épidémie au niveau de l'Afrique et pour cela même du Sénégal et de l'Afrique. Et pour cela, nous avons fait des papiers qui ont été sortis dans Science, par exemple, vraiment des journaux de très haute facture. Mais nous avions également comme ambition de créer un laboratoire de génomique qui nous permettait également de caractériser les virus et de voir les circulations des virus. À l'origine, nous avions des partenariats avec la France, avec d'autres laboratoires pour nous permettre de mettre en place ce laboratoire de génomique. Et actuellement, c'est un laboratoire qui a été équipé entièrement, mais qui a été également qui a des experts qui sont maintenant formés et nous faisons régulièrement maintenant tout ce qui est séquençage des souches que nous recevons et c'est là qu'on peut suivre l'évolution justement des variants, mais surtout l'évolution de la pandémie par rapport à ces variants. Et à ce niveau-là, je crois qu'on continue à être vraiment une alerte importante. Je veux dire, si on fait le point de ce que nous avons fait pendant les 3 premières vagues, on se rend compte que durant la première vague, ce qu'on avait noté, c'est une diversité de variants qui venaient souvent de l'extérieur et surtout des pays où l'épidémie s'était déclarée en premier. Mais dans la deuxième vague, nous avons été les premiers à montrer qu'il y avait un variant, notamment le variant alpha, le variant britannique, qui était responsable de cette deuxième vague et qui, au fil du temps, s'est largement propagé et est devenu dominant. Et pour la troisième vague également, on a montré que ce variant alpha a complètement connu un déclin et a été remplacé progressivement par le variant delta. Nous avons été les premiers à faire l'arrêt sur ce variant delta au niveau du pays et surtout suivre sa progression. Donc on est parti pratiquement de 0% en quelques semaines à 30% et à l'heure actuelle on est à plus de 80% de ce variant delta. Et cela a bien montré l'évolution justement des différentes phases de l'épidémie, des différentes vagues avec l'évolution de ces variants. Et sur ce plan-là aussi, non seulement pour le pays, mais également par rapport à la sous-région, je crois qu'on a été un exemple vraiment de montrer comment le suivi de ces variants, de ces virus, peut être important pour prédire éventuellement les prochaines vagues et peut-être éventuellement prédire une 4e vague qui pourrait venir au Sénégal. Les principaux défis sont actuellement d'abord des défis de pouvoir maintenir les mesures de prévention qui sont nécessaires vraiment et qu'on connaît tous et qui sont faciles par rapport surtout aux mesures barrières et de faire comment continuer à vraiment maintenir ces mesures barrières. Mais surtout, je pense que le défi majeur, c'est d'arriver à vacciner la population. Parce qu'on a vu que c'est la mesure, en tout cas, qui semble être la plus efficace pour limiter la progression de cette pandémie. Et pour moi, c'est le défi majeur, c'est comment arriver à faire en sorte qu'il y ait assez de vaccins pour vacciner la population, d'une part, mais également amener les gens à accepter à se faire vacciner. Donc ça, c'est pour moi le défi majeur.
et de faire en sorte également que les gens continuent à respecter les mesures barrières. Donc si on peut résumer, pour moi, c'est vraiment les défis majeurs. C'est comment maintenir, faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes vaccinées. Quelles sont les mesures qui doivent être prises parce qu'on a vu malheureusement encore des réticences assez importantes par rapport à la vaccination de certaines couches de la population et comment maintenant même, surtout en certaines périodes et surtout par rapport à des événements majeurs de rassemblement qui vont venir, comment faire en sorte que l'on puisse limiter ces rassemblements, mais comment faire en sorte pour que également on puisse respecter les mesures barrières. Il est évident maintenant que l'épidémie actuelle est une épidémie maintenant qui s'est limitée beaucoup plus chez les sujets non vaccinés. Et le défi pour moi devrait être de dire comment faire pour vacciner le maximum de monde. Pour cela, l'État doit être en mesure de mobiliser assez de vaccins. Malheureusement, il y a encore des contraintes au niveau de l'approvisionnement de ces vaccins. Leur disponibilité d'abord, qui n'est pas garantie, mais également faire en sorte qu'il y en ait suffisamment et une production. Donc on connaît tous les efforts que le gouvernement a fait pour acheter soi-même une partie des vaccins et l'autre partie c'est les donations au niveau bilatéral avec la Chine qui a été le premier d'ailleurs à donner des vaccins, mais au niveau également des institutions qui sont chargées. Mais encore une fois, vraiment, je crois que c'est limité. Si on peut nous arrêter un moment sur les vaccinations, à l'heure actuelle, au Sénégal, on a à peu près un peu plus d'1 million, pratiquement 200 000 personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin. Ça représente à peu près 13% de la population. Alors qu'on sait qu'on veut arriver à une immunité de groupe qui devrait être de plus de 60 à 70%. Donc on en est loin. Mais comparativement à beaucoup d'autres pays, même africains, où pratiquement on est entre 1 et 2%, je crois qu'il faut noter que ces efforts sont vraiment appréciables. Et par rapport, par contre, aux personnes qui sont complètement vaccinées, c'est à peu près 736 000 personnes et représentant à peu près 8% de la population cible. Donc, c'est surtout une population cible qui a été définie. Donc, les principaux vaccins qui sont disponibles sont effectivement les vaccins Sinopharm, qui ont été les premiers suite à une donation déjà de la Chine. Mais après, il y a eu des vaccins AstraZeneca et des vaccins Johnson & Johnson. Donc, pour moi, le défi majeur, c'est vraiment comment arriver à faire en sorte, aussi bien le gouvernement lui-même que la communauté internationale, à disponibiliser les vaccins. Et maintenant, c'est la responsabilité du gouvernement et la responsabilité du ministère, la responsabilité de tout un chacun de mobiliser les gens pour qu'ils puissent vraiment aller se faire vacciner. Donc, à mon avis, si on résout ces deux problèmes, je pense qu'on peut faire de gros progrès par rapport à la pandémie et éviter justement de prendre des mesures qui deviennent des mesures relativement impopulaires et difficiles à appliquer. Je crois que l'effort de la Chine qui a été apprécié en particulier par nous qui sommes du côté des laboratoires, c'est que la Chine a été le premier pays à mettre à disposition des réactifs pour permettre justement aux laboratoires de faire la RT-PCR. Ça a été une mesure parce qu'à l'époque, il n'y avait que des laboratoires, un nombre très limité de laboratoires qui avaient cette capacité en Afrique et qui étaient même reconnus par l'Organisation mondiale de la santé, alors que le nombre de tests qui devaient se faire, la demande était particulièrement importante.
Et la Chine, en disponibilisant justement ces tests RT-PCR au gouvernement qui a recruté des laboratoires comme les nôtres, a permis d'élargir le spectre des dépistages et le spectre de suivi de patients. Donc ça a été une coopération fondamentale, pas seulement pour le Sénégal, mais également par rapport à d'autres pays. Donc l'autre coopération importante, c'est également tout ce qui est EPU, les équipements de protection individuelle, qui ont également accompagné ces premiers dons, parce qu'à l'époque, l'approvisionnement de ces EPU posait énormément de difficultés, parce qu'on n'en trouvait pas dans le marché, aussi bien les EPU que les masques, que toutes les mesures de précaution nécessaires. Donc ça a été également un geste vraiment salutaire. Le troisième a été vraiment la disponibilisation, comme je l'ai dit encore, sur les vaccins et en particulier Sinopharm. La Chine a été le premier à faire une donation au Sénégal pour lui permettre de démarrer sa vaccination avec, bien sûr, une contribution de l'État du Sénégal pour acheter des vaccins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais ça, c'est la partie visible. Une partie fondamentale que je souligne toujours, c'est l'aspect scientifique et toutes les recherches qui ont été menées en Chine, en particulier au début de la pandémie, et qui ont été utilisées pour affiner les stratégies. Ça, je crois que c'est fondamental, parce que très rapidement, au tout début, la Chine avait permis l'isolement du virus, mais surtout avait permis sa caractérisation et avait permis le partage, justement, de la structure du séquençage de ce virus, ce qui a permis non seulement à tous les pays, non seulement de s'inspirer, mais surtout de développer des stratégies, et en particulier des stratégies pour mettre en place les tests de dépistage, mais également des stratégies pour le diagnostic et des stratégies pour le vaccin. Et ça, je crois que c'est fondamental. En tout cas, il faut louer cette contribution au plan scientifique de la Chine qui a permis d'aller très, très vite. Je crois qu'on a fait des progrès extraordinaires qu'on n'a jamais réalisés en matière de dépistage, de tests de dépistage et de tests de Covid, mais surtout en matière de vaccins. Et ça, c'est vraiment grâce à la contribution des connaissances qui ont été acquises rapidement au niveau des souches isolées en Chine et qui ont été partagées dans le monde. Et pour cela, vraiment, je crois qu'il y a une coopération visible. Mais celle-là, en tout cas, nous, les scientifiques, nous en sommes particulièrement reconnaissants parce que nous savons que c'est ça qui permet et qui a permis les progrès que nous observons aujourd'hui. Au Sénégal, on a toujours d'abord commencé par vraiment mobiliser la population sur l'intérêt du vaccin. Et on a fait des débats, on a mis en place un comité et toutes les conditions nécessaires pour que si des vaccins sont disponibles, qu'on puisse les utiliser de manière efficiente et pour toucher le maximum de monde. Donc ça, je crois qu'il y a eu une bonne préparation au niveau du comité de gestion de l'épidémie, déjà avant que les vaccins ne soient disponibilisés. Une fois aussi les vaccins disponibilisés, je crois qu'il y a eu une stratégie qui a été définie pour commencer à vacciner ce qu'on appelle des populations prioritaires. Et ces populations prioritaires, c'était bien sûr le personnel médical, mais c'était les personnes qui avaient des comorbidités, c'était aussi des sujets contacts. Et ça, c'était les personnes, parce qu'on avait vu que la propagation se faisait à ce niveau-là et il fallait cibler les personnes. Au fur et à mesure que les vaccins ont été disponibilisés, on a élargi les cibles et en particulier à un certain nombre de tranches d'âge. Et à l'heure actuelle, toutes les personnes de plus de 18 ans sont appelées à aller se faire vacciner. Et je ne doute pas qu'au fur et à mesure que ces vaccins seront vraiment disponibilisés, on va abaisser la cible et surtout chez les enfants, en particulier chez les femmes enceintes, parce qu'on a vu que surtout avec la troisième vague et le variant Delta,
il y avait une variation dans l'évolution de l'épidémie qui touchait aussi bien des sujets plus jeunes, avec des cas graves chez les sujets plus jeunes, avec des décès chez les sujets plus jeunes, mais également chez les femmes enceintes. Donc là, je crois que la stratégie a été vraiment mise en place. Maintenant, une recommandation, c'est de voir comment, au-delà, pour disponibiliser les vaccins, comment la Chine pourrait aider justement des infrastructures pour pouvoir eux-mêmes avoir la capacité de produire des vaccins au niveau local. Je crois qu'il y a différents projets, je dois le dire, de l'Institut Pasteur, mais également de l'IRSF. Et nous avons déjà même fait une visite ensemble avec le chef de l'État pour pouvoir mettre en place des centres qui ont la capacité non seulement déjà de produire ces produits biologiques et en particulier ces vaccins. Et c'est là où la Chine pourrait vraiment aider pour que ces projets puissent voir le jour. Mais moi, personnellement, ma conviction, c'est d'aller plus loin. Ce n'est pas seulement que d'aider à faire des vaccins, et notamment du remplissage et de la distribution, mais surtout comment former les gens à être capables de développer et de fabriquer des vaccins par eux-mêmes, de manière à ce qu'il y ait une moindre dépendance. Et nous avons un projet dans ce sens qui est en train de bien évoluer, pour lequel le volet vraiment de capacitation des chercheurs africains, pour que, au-delà même de Covid, mais des autres besoins en produits biologiques et en vaccins, qu'on puisse vraiment les aider à le mettre en place. Et je crois que ça aiderait énormément et ça diminuerait beaucoup même certaines préoccupations. Et on a vu qu'un des facteurs pour, disons, le rejet, c'est un mot peut-être un peu fort, de la vaccination, était le fait que les gens ne se disaient pas rassurés par des produits qui venaient d'ailleurs. Et si on arrive à les faire sur place, je crois que ce serait important. Donc si j'ai un appel à faire, c'est vraiment de soutenir ces projets pour qu'ils voient le jour rapidement de la capacité de production localement de ces vaccins, mais surtout d'aider sur du moyen et du long terme, à vraiment former les gens, que ça devienne vraiment une priorité pour qu'on ait des gens assez experts pour développer eux-mêmes leurs produits, comme le font les pays et la Chine en particulier, mais également de pouvoir produire leurs vaccins. Je crois que ça, ce serait une des solutions à moyen et à long terme. Voilà, je crois qu'on a beaucoup appris de cette pandémie et je crois qu'une chose qui a manqué, c'est la solidarité à tous les niveaux. Je crois que c'était une pandémie qui, au début, a entraîné, disons, des mesures qui font que les pays se sont même un peu enfermés, la plupart des pays, en tout cas, sur eux-mêmes. Et même entre des communautés de pays comme l'Union européenne, on a vu agir un peu et manquer justement cette solidarité-là, déjà à leur niveau, à plus forte raison par rapport aux pays les plus démunis. On a vu un moment des besoins dans certains pays et il a fallu faire appel à d'autres communautés pour pouvoir intervenir, alors que les autres communautés avec lesquelles ils sont dans la même, bon, disons, configuration ne sont pas intervenus. Et tout ça, c'était par la crainte de chacun, en tout cas d'avoir les moyens de se protéger d'abord et de s'enfermer. Heureusement, progressivement, on a vu se développer une solidarité de plus en plus grande, mais encore insuffisante, que ce soit d'abord au début, c'était au niveau de beaucoup de matériel de protection, au niveau des gants, au niveau des masques, etc., où on a vu qu'il y avait un déficit vraiment au niveau mondial et que l'approvisionnement était difficile. C'était le même cas pour les réactifs et c'était le même cas pour beaucoup d'autres produits. Heureusement, ça a permis aussi à des pays de mettre en place des structures pour avoir un approvisionnement, mais heureusement aussi qu'il y a une ingéniosité. Si on se rappelle les masques, il a fallu vraiment qu'il y ait des initiatives au niveau local
pour pouvoir fabriquer des masques, etc., ce qui a pu combler le besoin. Donc, il y a encore ce besoin. Mais si on fait la situation, il y a encore quelques difficultés d'approvisionnement, surtout de certains produits comme les réactifs, etc., qui restent relativement coûteux, mais surtout pour les vaccins. Et là, on l'a vu qu'il y a effectivement une nécessité vraiment d'une plus grande solidarité pour disponibiliser les vaccins. Parce que c'est en tant qu'il n'y aura pas de protection quelque part où les gens ne sont pas suffisamment immunisés, le risque que cette pandémie se prolonge avec l'émergence de nouveaux variants, même chez des pays, pour être franc, qui sont déjà fortement vaccinés, reste réel. Donc on ne peut pas s'enfermer, faire la politique de l'autruche et dire que nous sommes vaccinés, nous avons pris toutes les mesures, nous sommes à l'abri. Je pense que ce serait une grave erreur et la solidarité, ce doit être la priorité pour se protéger d'abord et pour protéger tout le monde. Donc effectivement, je crois que le message que je voudrais lancer, c'est vraiment des efforts à tous les niveaux pour que partout où le besoin est de vacciner, d'aider aux mesures, que ce soit fait parce que ça protège individuellement, mais ça protège toute la communauté mondiale. Je crois que personnellement, je pense que pour moi, connaître l'origine du virus doit avoir comme objectif une base scientifique pour mieux comprendre cette pandémie, mais surtout pour en apprendre et prendre les mesures nécessaires. Mais ça ne doit pas être un moyen de stigmatisation. Et je crois que non seulement par rapport à l'origine, mais aussi par rapport, même pas seulement de l'origine de ce virus, mais également à d'autres événements, c'est cette stigmatisation qu'il faut éviter et le faire en parfaite collaboration et en parfait partenariat. Il y a cet exemple, bien sûr, de l'origine, éventuellement quelque part dans le monde. Et ça, on ne pourra le trouver que dans le cadre d'une coopération internationale scientifique qui soit vraiment objective et où, justement, chacun va contribuer et pas de politisation. Un autre exemple plus simple a été, par exemple, les variants. Je crois que les variants ont mal récompensé ce qu'ont fait les premiers efforts, justement, de suivi de cette pandémie, parce que ce sont eux qui ont décrit les premiers variants. Et par commodité, on a nommé ces variants le nom de ces pays. Et ça a entraîné une stigmatisation. Et heureusement, la communauté internationale a eu l'initiative de changer les noms. Donc, cela veut dire que cette stigmatisation, il faut l'éviter et vraiment pousser les pays, justement, à faire des recherches dans ce sens-là, dans le cadre d'une collaboration internationale. Et ces connaissances vont aider le monde entier. Donc, pour moi, la politisation, non, mais le partenariat et la collaboration pour beaucoup apprendre de ces pandémies et surtout utiliser la science pour prendre des mesures de prévention de cette pandémie, mais des futures pandémies. Les conseils, pour moi, se limitent à deux choses. La première, c'est qu'il faut disponibiliser les vaccins au niveau des États, au niveau de la communauté internationale et au niveau également de toutes les structures qui peuvent le faire. Mais surtout, il faut que tout le monde aille se vacciner. Parce qu'on a vu que pour l'instant, c'est l'arme la plus efficace contre cette pandémie. Donc, ça, c'est le premier conseil. C'est vaccination, disponibilisation, mais également volonté d'aller se faire vacciner pour les populations. La deuxième, c'est également, cette pandémie est toujours là, et même si on connaît des vagues avec des creux, il faudrait maintenir les mesures barrières et les respecter. Et ces mesures barrières sont simples, sont connues maintenant de tous, et il faut accepter de les appliquer. Donc ce sont des mesures simples, vaccination et respect des mesures barrières.